Le protagoniste a caressé la tête de son chat Nick pendant qu'il se plaignait de sa vie ennuyeuse, qui n'avait également aucun sens. Le garçon a dit que, malgré tout, j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel dans le futur. Grâce à la magie du chat et à sa capacité d'échange, le protagoniste pouvait tout obtenir. Le garçon qui a combattu un tigre féroce, sauvage et énorme. Il était déterminé dans cet autre monde, grimpant jusqu'au sommet. Une sorte d'énergie transpersalaire. La fille qui accompagnait la charrette ressentait cette énergie. La deuxième fille se tourna vers elle, vers Karina. Après avoir remarqué une réaction étrange chez son amie et manifesté ainsi son inquiétude, Karina a enlevé sa capuche et a commenté ses sensations, disant que c'était une sensation étrange. Le protagoniste a commencé à parler de lui. Son grand-père, qu'il avait élevé après la mort de ses parents, était décédé. Le protagoniste était allongé dans son lit, se demandant s'il serait désormais seul pour toujours. Les funérailles et autres cérémonies commémoratives s'étaient terminées il y a à peine 2 heures. Il était surpris que 10 jours se soient déjà écoulés depuis la mort de son grand-père. Il lisait une lettre dans laquelle lui, Sakurade, avait été rejeté pour un emploi après un processus de sélection exhaustif. Déçu par la nouvelle, le protagoniste a laissé tomber sa main sur le lit et a relâché la paume avec laquelle il tenait le téléphone, le faisant s'envoler. Di a commencé à se souvenir des paroles de différentes personnes qui lui avaient dit des choses négatives et désobligeantes, et ces paroles lui ont pesé. D'après eux, il était également clair que la vie du garçon était triste. Ses sombres pensées furent interrompues lorsque son chat lui sauta sur le ventre. Pourtant, Dim n'était pas complètement seul. Il avait son propre animal de compagnie. Le garçon rassembla son courage et décida que, malgré sa mauvaise humeur, il n'avait nulle part où aller. Alors, après le déjeuner, je sortais chercher du travail. Soudain, le protagoniste remarqua quelque chose. Il se souvint d'une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des bagues. Le protagoniste en a essayé un. Cela lui allait parfaitement. Nick prit une des bagues, la tint et remarqua. Il a dit au chat de ne pas toucher les bijoux et a tendu la main pour retirer la bague. Quelque chose de magique s'est produit. Surpris par ce qui se passait, le protagoniste plissa les yeux. Il se retrouva dans un champ ouvert surplombant les montagnes. Dé était stupéfait par ce qui s'était passé. Il pensait que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Le garçon regarda le paysage vallonné devant lui. Dé ne savait pas où il se trouvait ni comment il y était arrivé. Par stress, il a serré son chat Nick dans ses bras. Le garçon commença à reconstituer la séquence des événements, se souvenant de ce qu'il faisait avant de bouger. La première chose dont il se souvint, c'est qu'il était allongé dans son lit. Ensuite, il avait faim. Maintenant, il n'avait plus faim qu'il y a 1 minute, alors le protagoniste a conclu que peu de temps s'était écoulé. Dé réalisa finalement que cela avait peut-être tout à voir avec la bague qu'il portait. Paniqué, il a commencé à fouiller dans ses poches et à vérifier la bouche de Nick, puis il a commencé à regarder le sol en se demandant si la bague aurait pu tomber. Sa recherche était vaine, la bague était toujours à son doigt. Le protagoniste était donc sûr qu'il ne pouvait pas le perdre comme ça. Il se demanda à nouveau s'il y avait un lien entre le ring et sa présence. Il se demandait si ce qui s'était passé aurait pu déclencher tout ce qui se passait à ce moment-là. Dé n'arrivait pas à y croire, car ce n'était ni un manga ni un anime. Puis il a compris, le protagoniste a commencé à se rendre compte qu'il était dans un autre monde. Le vent faisait bruisser l'herbe, il sentait le sol sous ses pieds. Tout était vraiment réel et le protagoniste l'a compris. Il s'est exclamé que s'il s'était retrouvé dans un autre monde, il devait avoir un pouvoir de filou. C'est du moins ce que j'espérais. Di a essayé d'ouvrir la fenêtre des statistiques. Il ferma les yeux en appelant les robinets puis commença lentement à les ouvrir. Son visage était vide. Assis tristement sur l'herbe, il réalisa qu'il avait des ennuis. Nick le chat lui lécha la joue. Le garçon, en réponse, lui a demandé rhétoriquement s'il ne se souciait de rien. Ce n'est qu'à ce moment-là que Di remarqua que son chat volait. Face à cette tournure des événements, le protagoniste s'est détourné de son propre animal de compagnie, effrayé, il s'est tourné vers le chat et lui a demandé comment il avait appris à voler sur un ton plaisantant. Le protagoniste a demandé à son chat s'il avait peut-être acquis une capacité de triche. Toujours de mauvaise humeur, Dé résuma tout ce qui lui était arrivé, concluant qu'il ne survivrait pas dans ce monde. Ensuite, le protagoniste s'est rendu compte que son chat, même s'il avait un don de filou, n'était peut-être pas le seul. Il devait découvrir ce que son animal pouvait faire d'autre, et à ce moment-là, une fenêtre contextuelle est apparue. Dé a supposé que cette fenêtre était un tableau avec les statistiques de Nick, mais l'écran affichait des informations sur Dé lui-même. Il disait que le garçon possédait la magie des sans-abri, ainsi que des compétences d'échange et d'évaluation.
Le protagoniste a été surpris par ce qu'il a vu. Son hypothèse était fausse. Les tatouages qui sont apparus étaient les siens. Il était heureux de découvrir que lui aussi avait un don de philo. Cependant, même s'il savait ce que signifiait la compétence d'évaluation, je n'ai pas compris l'échange. Nick volait en rond autour de son maître. Dia a appliqué la compétence d'évaluation et un nouvel écran est apparu. Cette fois, c'étaient les statistiques du chat. Il s'est avéré que Nick était plus fort que le protagoniste car il possédait la magie spirituelle de la terre, de l'eau, du feu et du vent. Le garçon considérait comme chanceux que lui et son chat aient acquis des compétences de philo. Le protagoniste n'a pas vu l'intérêt de retourner au Japon, alors il a décidé d'essayer de survivre dans le nouveau monde. Pour commencer, il voulait savoir de quoi était capable la compétence d'évaluation. Il se tenait devant un arbre, touchant le tronc avec la paume de sa main. Dayu a utilisé la compétence d'évaluation et connaissait la hauteur de l'arbre, la largeur de ses feuilles, le nombre de feuilles et d'autres informations similaires. Tout cela s'est avéré tout à fait ordinaire et sans importance. Il était maintenant temps de découvrir ce que signifiait la deuxième compétence, la compétence d'échange. Des touches à l'icône sur l'écran. Quelque chose semblait lui venir à l'esprit. Le protagoniste était abasourdi. Il s'est cogné la tête avec son poing pour réagir. Il était abasourdi et essayait de comprendre ce qui venait de se passer en serrant son chat dans ses bras. Nick n'aimait pas à quel point il se sentait mal à l'aise dans les bras de son propriétaire, alors il commença à protester. Dé a déposé son animal au sol, s'excusant. Le garçon s'est encore excusé auprès de son ami et lui a demandé de rester immobile. Il pointa sa main vers l'arbre. L'arbre a commencé à disparaître, passant dans une autre dimension. Il ne restait qu'un trou peu profond à l'endroit où se trouvait l'arbre. Nick semblait confus par la disparition d'une si grande usine. Dee remarqua la confusion de son animal et lui demanda si cela lui semblait vraiment si inattendu. Le protagoniste a demandé à son partenaire de regarder l'écran. Soudain, le garçon a remis l'arbre à sa place, ce qui a fait peur à son chat et l'a poussé à renifler. Nick retourna vers son maître. L'arbre avait repris sa place. Le chat, en colère contre son propriétaire, renifla contre lui. Dee s'est excusé et lui a demandé de ne pas se mettre en colère. Le protagoniste a décidé de tester sérieusement ses compétences et a marqué à nouveau l'arbre dans un certain espace. L'arbre enregistré a été converti en points. Le protagoniste réfléchit intensément à certaines chaussures. L'énergie commença à se concentrer dans la paume de sa main tendue. De nouvelles baskets sont apparues. Daya avait réalisé ce qu'elle voulait. Le protagoniste était clairement satisfait de ses capacités commerciales. Il pouvait désormais survivre et même devenir riche. L'avenir du garçon semblait meilleur. Dee se sentait plus motivé. Déplacement de quelques arbres supplémentaires vers la zone de stockage. Le garçon a ajouté une grosse pierre à côté de l'immense arbre. De nombreuses icônes des éléments enregistrés étaient visibles sur l'écran. Il a échangé plusieurs arbres et pierres contre une tronçonneuse, c'était un article coûteux, mais pas le plus cher. Dee a décidé de le prendre juste pour l'essayer. Le garçon avait encore faim. Soudain, son chat renifla en regardant vers la forêt. Le garçon, remarquant la réaction de son animal, a demandé à Nick ce qui se passait. Une patte grosse et lourde tomba violemment au sol. Les cheveux de Nick se dressèrent et Dee se figea à ce qu'il vit. Un énorme tigre noir est sorti de la forêt à la rencontre des deux voyageurs sans abri. Dee a trouvé ce redoutable tigre imposant. Le prédateur rugit si fort que les deux hommes s'accroupirent et les mains du garçon commencèrent à trembler. Le protagoniste a tenté de mettre l'animal dans son entrepôt, mais ça n'a pas marché. Il s'est avéré que je n'avais pas non plus pu élever d'oiseaux ou d'insectes auparavant. Hormis les plantes, son stockage n'acceptait aucun être vivant. Il dit qu'il se trouvait dans une situation difficile, puisqu'il n'avait aucune arme. Il pensa qu'il devrait au moins effrayer la bête et quelque chose lui vint à l'esprit. Le protagoniste a décidé qu'il devait attaquer en premier et tuer l'ennemi sans lui donner la possibilité de contre-attaquer. Il essaya de se calmer en se disant à voix haute que le tigre était encore à une certaine distance, donc tout allait bien, il devait garder ses distances car, pour ouvrir l'entrepôt à temps, il lui fallait au moins une centaine de mètres. Il n'avait pas testé ses capacités en vain. Le garçon tenait son chat, le serrant contre sa poitrine. Nick renifla de colère et étendit ses griffes. Dee calma son animal avec des mots alors que le tigre s'avançait vers eux. Profitant de l'instant, le protagoniste a activé son entrepôt. Le tigre noir tomba dans le trou. Dee était heureux que la première partie de son plan ait fonctionné. L'étape suivante consistait à convoquer un conteneur maritime. Ensuite, le garçon a invoqué de l'azote liquide et s'est rappelé qu'il s'agissait d'un piège à tigre. Il s'est exclamé que tout était fini maintenant. L'animal a commencé à tomber dans le récipient rempli d'azote liquide. Avec ses griffes, le tigre tentait de s'accrocher aux parois métalliques du piège. La bête tomba dans le trou avec le piège. Le protagoniste était assis,
entouré par la vapeur d'azote liquide, et observait attentivement si son plan avait fonctionné ou non. Satisfait de son idée bien exécutée, Dice se tourna vers son chat Nick et lui demanda ce qu'il pensait de son plan. Il était sur le point de dire que cela avait été plutôt facile quand Nick grogna. À la grande déception du protagoniste, quelque chose a sauté du trou. Le tigre avait réussi à s'échapper du piège et était maintenant furieux. Le garçon commença à paniquer. Il lui fallait de toute urgence une arme pour combattre la bête. À ce moment, Nick le chat renifla violemment et commença à tirer des balles d'eau. Le tigre a réussi à éviter cette attaque surprise. L'arbre touché par l'une des balles en a perdu un morceau. Dé en déduisit que cela devait être la magie spirituelle de son chat. Cependant, le tigre avait toujours l'intention d'attaquer le protagoniste. Le garçon cherchait désespérément dans son inventaire quelque chose qui pourrait l'aider à se sortir de cette situation. Il envisageait de construire un mur pour se protéger. Le protagoniste préparait quelque chose. Le tigre le chargeait sans relâche. Les genoux d'Adé tremblaient en essayant de faire quelque chose. Il s'est frappé la jambe. Il n'avait nulle part où aller, mais il était déterminé. Dans son esprit, il appelait le tigre à attaquer, mais si c'était le cas, ce serait la fin de la bête. Le protagoniste fut surpris et perplexe lorsqu'il remarqua qu'il commençait à voir les mouvements du tigre au ralenti. Le garçon pensait que peut-être quelque chose n'allait pas chez lui, mais il n'eut pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Donc immédiatement après avoir attaqué le tigre, un gros rocher est tombé sur la bête. Cette fois le protagoniste espérait que le prédateur attaquant avait vraiment fini. Juste au cas où, le protagoniste, pour s'en assurer, a utilisé ses capacités et a pu ajouter la bête à son inventaire. Dé avait encore faim, très faim. Il vérifia à nouveau son environnement. Le piège était prêt et il avait des provisions, ainsi que des armes et des outils s'il en avait besoin. Dé ouvrit l'écran de la télécommande. À l'aide d'un drone quadricoptère, il a pu apercevoir une voiture accompagnée de personnes. Après avoir rangé l'appareil dans son espace de stockage, le protagoniste était une fois de plus convaincu que sa capacité commerciale était un piège total. Il a caressé son chat, qui mangeait dans un bol, et lui a dit que c'était l'heure du premier contact. Par temps clair, deux jeunes filles à cheval chevauchaient le long du chemin. À leur grande surprise, en chemin ils aperçurent un voyageur, c'était Day. Il a salué les filles. L'un d'eux ne semblait pas du tout content de rencontrer un inconnu et lui demanda s'il voyageait seul. Le protagoniste a répondu qu'il voyageait avec son animal. La deuxième fille s'intéressait à ce qu'elle pensait être un chat tenant son très long chat dans ses bras. Le garçon voulait vérifier si c'était vraiment étrange de voir des chats là-bas. La deuxième fille. La personne intéressée par l'animal a déclaré qu'elle voyait souvent des chats, mais jamais avec une fourrure aussi longue. Le garçon se présenta en donnant son nom et celui de son chat. La deuxième fille a enlevé sa capuche et s'est également présentée, elle s'appelait Alicia Harlan. Dice était confus, mais conclut ensuite que la fille ressemblait à une étudiante. En revanche, l'attitude de la première jeune fille éveille de sérieux soupçons. Le protagoniste a proposé à Alice de caresser son chat si elle le souhaitait. À ce moment-là, une épée tranchante apparut près de la gorge de Day. La première fille a ordonné à Alicia de s'éloigner et a demandé à nouveau au garçon si c'était vraiment juste lui et son chat. La deuxième fille s'est excusée. Day a confirmé qu'il s'agissait uniquement de deux et a ajouté qu'il était un marchand chargé de toutes sortes de choses. Le protagoniste s'expliqua mentalement, il avait inventé l'histoire d'un garçon qui avait quitté son village pour devenir commerçant. Dans son petit sac il y avait de nombreuses choses et objets utiles. Le protagoniste en a sorti une pour montrer aux filles une lampe de poche. Il alluma la lumière et la pointa vers le haut, illuminant son visage par le bas. La première fille se tendit, mais parut surprise par ce qu'elle vit. Alicia, de son côté, était perplexe, bien qu'intéressée. La première fille, qui se trouvait devant son partenaire, lui demanda si l'objet était magique. Alicia le nia, elle ne ressentait aucune énergie magique. En interne, Day n'a fait que confirmer ses soupçons, dans la mesure où la magie du monde et les objets magiques existaient. Cela expliquait pourquoi il avait un attribut magique dans ses statistiques. Le garçon a posé la lampe de poche par terre et a dit que les filles pouvaient la prendre. Alicia l'a ramassée et l'a utilisée comme lui, illuminant son visage par le bas. Une fois encore, il confirma qu'il n'y avait rien de magique dans l'objet. La première fille n'arrivait pas à y croire. Day, curieux, demanda si c'était seulement eux deux qui voyageaient. La protectrice, la première fille, fut alertée par cette question. Il posa la main sur son épée et répondit qu'il accompagnait Alicia. Le garçon avait peur, mais il a quand même demandé s'il pouvait les rejoindre pour se rendre à la ville la plus proche. Il a également demandé le nom de l'escorte. Alicia pensait qu'une mauvaise personne ne demanderait pas quelque chose comme ça,
mais le protecteur trouvait toujours des suspects. Pour dissiper les doutes, le garçon a enlevé son ceinturon et l'a offert. Le compagnon ne parut pas impressionné. Il a dit qu'il ne servait à rien de lui confisquer des armes qu'il ne savait pas utiliser. Dé ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, alors la fille lui expliqua. D'après ses mains, il était évident qu'il ne savait se servir ni d'un arc ni d'un couteau. Le protagoniste avec un sourire a honnêtement admis qu'il l'avait découvert. La jeune fille fut surprise par cette réaction. Finalement, la première fille a cédé et a accepté d'accompagner le protagoniste chez le marchand principal. Le garçon était heureux de l'entendre. Il s'est avéré que l'escorte s'appelait Karina. Alicia a également accepté d'aider. Le protagoniste a remercié les filles d'avoir accepté et a tendu la main pour la serrer, mais soudain Nick a sauté de ses bras. Le chat se précipita vers Alice. Elle était heureuse de ce geste et commença à le caresser, l'appelant maman et frottant sa joue contre lui. Dé se tenait debout, la main tendue en l'air. Pour dissimuler la situation, il se tourna vers Karina, toujours la main levée, et la remercia pour son aide. Il n'a pas pu serrer la main de la jeune fille. Elle s'est retournée et l'a averti de ne pas s'approcher à moins d'1 mètre. Il ne pouvait pas permettre à un sorcier de s'approcher si près d'eux. Le garçon se demanda pourquoi il l'avait confondu avec un magicien. L'escorte ne croyait pas qu'un voyageur solitaire n'avait aucune compétence au combat. Dee comprit ce qu'il voulait dire. Le défenseur a répété que le garçon pouvait les accompagner. Mais pour garder ses distances. Le protagoniste a remarqué que l'escorte utilisait une longue épée. La jeune fille entendit le changement de ton dans la voix du marchand. Dee ne voyait rien de mal à cela, puisqu'il considérait qu'ils avaient le même âge. Karina ne se souciait pas de la façon dont le garçon parlait, elle l'a simplement averti de ne rien faire qui pourrait la forcer à l'attaquer. La jeune fille trouvait toujours cela très suspect. Soudain, la lampe de poche dans les mains d'Alicia a changé de couleur, ce qui l'a beaucoup surprise. Dee a été emmenée dans une caravane marchande. Karina est descendue de la voiture et un homme plus âgé l'a suivie. Il s'est approché de Dee et lui a demandé s'il avait été escorté jusqu'à la ville de Carin. Le garçon et l'homme se sont présentés. Le nom du vieil homme était Klaus Bertram. Il était directeur de la caravane et chef de la société Bertram. Le protagoniste ne savait pas à quel point Klaus était influent, alors il a décidé d'être poli au cas où. Dee a déclaré qu'il avait une proposition audacieuse. Klaus lui demanda ce qu'il pouvait lui offrir en échange. Le jeune marchand lui tendit en réponse un sac noué. Klaus se tourna vers son assistant. Il comprit, s'approcha de Dee, prit le sac et le tendit à Klaus. L'homme a détaché le sac et, en voyant son contenu, il fut surpris. Le chef de l'entreprise a déclaré que le protagoniste était soit très généreux, soit ne connaissait pas la valeur réelle du produit. Dee a admis franchement qu'il ne connaissait pas le prix de ses produits dans ce pays. Klaus réfléchit. Le commerçant débutant a expliqué que le prix d'un produit peut varier en fonction du lieu et du moment. Et même si ce produit était cultivé dans le pays de Deshi, il restait précieux et rare. Klaus remarqua que le protagoniste était plutôt honnête. Le garçon expliqua qu'il était commerçant et que mentir ne lui donnait pas une bonne réputation. Le chef de l'entreprise était d'accord avec lui. Dee était heureux que tout se passe bien et le remercia à haute voix, disant que son grand-père lui avait appris à se comporter ainsi. Klaus, impressionné par sa sincérité, décida de lui répondre avec la même honnêteté. Dans son pays, le poivre était très précieux, probablement plus que dans le pays natal de Deshi. Aucun pays du continent n'avait réussi à cultiver des graines de poivre, et seuls les aristocrates et les riches pouvaient en importer. Il a également expliqué quelque chose que le protagoniste n'aimait pas du tout. Le commerce du poivre nécessitait un permis. Et comme Dee était un étranger, Klaus supposait qu'il n'en avait pas. Mais ce qui a le plus dérangé le protagoniste, c'est que la population locale a réalisé qu'il n'était même pas originaire de ce continent. De son apparence, il était facile de le déduire. Dee a admis qu'il était un étranger et a demandé à ne pas être révélé. Klaus a répondu que le cachet pourrait leur causer des ennuis à tous les deux. Il arrêta son assistant d'un geste. Le protagoniste a apprécié l'avertissement. Le chef de l'entreprise propose d'estimer le prix du poivre, mais le jeune commerçant demande d'attendre. Elle a demandé à Klaus s'il voulait lui acheter autre chose. Deshi envisageait de devenir marchand dans ce pays, même s'il n'en était pas originaire, alors il a demandé de l'aide à Klaus. Le patron de l'entreprise a répété que le protagoniste était honnête. Ce à quoi Dee a simplement répondu qu'il voulait juste voir le bien chez les gens. Klaus, lui aussi franchement, lui dit qu'il n'aiderait pas Dee à devenir un marchand comme celui-là juste pour le plaisir. Le jeune homme lui demanda directement quelle quantité de poivre il souhaitait. Klaus leva 3 doigts en réponse. Le protagoniste s'est dit qu'il était naïf de s'attendre à ce que le patron l'aide de manière désintéressée. Il lui tendit 3 autres sacs de poivre, laissant Klaus satisfait. Dee a expliqué qu'il faut toujours traiter son partenaire commercial avec respect,
comme son grand-père le lui avait appris. En réalité, le protagoniste mentait, il l'avait lu dans un livre. Le chef de l'entreprise a ordonné à son assistante Joy de prendre le poivre, puis s'est tourné vers Karina, lui demandant de continuer à escorter Alicia et d'emmener Dee à Coon City. Klaus a demandé si Alicia était d'accord avec cet arrangement et la fille a répondu qu'elle n'avait aucun problème. Le patron et son assistant retournèrent à la voiture. Daya a remercié Klaus pour son aide alors qu'elle partait. Karina baissa la tête avec une attitude courtoise et dit qu'elle accompagnerait le protagoniste. Alicia s'inclina et dit qu'elle les accompagnerait aussi. Ils sont partis ensemble quelque part. Dee a demandé où ils allaient. Alicia expliqua qu'ils se dirigeaient vers le chef de l'escorte. Le garçon y réfléchit et se tourna vers elle, lui demandant de ne pas le traiter de manière aussi formelle et de le considérer comme un ami. Alicia a voulu répondre, mais le protagoniste l'a immédiatement distraite avec l'aide de son animal de compagnie, qu'il a présenté comme son compagnon et que la jeune fille a trouvé adorable. Dee regarda Nick et Nick regarda Dee. Le garçon a crié que le chat était heureux et très mignon. Juste avant qu'il ne lui tombe des bras. Alicia a réussi à l'attraper. Satisfaite, elle commença à le serrer dans ses bras. Le garçon a décidé de plaisanter avec elle. Lui disant qu'il serrait Nick dans ses bras, pas Dee. Le protagoniste sourit et Alice, perplexe, rougit. La jeune fille se détourna, embarrassée. Le garçon lui a demandé s'il allait continuer à tenir le chat dans ses bras. Timidement, Alicia a dit oui. Le protagoniste a décidé de continuer à la déranger, en s'approchant d'elle et en lui disant qu'il ne l'avait pas entendue. Perplexe, Alicia a crié et leur a ordonné de continuer. Embarrassée, elle répéta le nom de Dee. Le garçon continuait de regarder Alicia confuse. Nick se mit soudain en colère. Le camp installé par la caravane marchande était silencieux. Assis à la table de son magasin, Klaus a demandé à Joy son avis sur Dee. L'assistant a donné son évaluation. Il a dit que le garçon parlait trop bien sa langue pour être un visiteur, qu'il était poli et que, grâce à ses mains propres. Il était évident qu'il n'avait jamais travaillé, il devait venir d'une famille aisée et avoir eu une bonne éducation. Le chef d'entreprise avait également constaté la même chose. Alors il lui demanda son avis sur le poivre qui reposait sur l'assiette. Joy a conclu que cette espèce avait été donnée en signe de gratitude et que Dee était soit le fils d'un riche marchand, soit le fils plus stupide d'un aristocrate. Klaus a conclu que le garçon pourrait devenir quelqu'un d'important dans le futur. Il supposait également que Dee possédait une sorte d'entrepôt, puisque le produit était si bien conservé. Il s'est avéré que le stockage était une capacité rare, donnée par Dieu. Son propriétaire pouvait y stocker des objets pendant longtemps, car le temps s'arrêtait à l'intérieur et la capacité dépendait du pouvoir magique du propriétaire. Un sac magique, en revanche, était un sac dont la capacité était augmentée par magie. Son espace était limité, il ne dépendait pas du pouvoir magique de son propriétaire et le temps passé à l'intérieur ne s'arrêtait pas. Klaus réalisa que Dee avait seulement fait semblant de sortir les marchandises d'un sac magique, alors qu'en réalité il avait traversé la mer avec son stockage. L'homme plus âgé a commenté que le garçon était clairement très jeune. Le chef de l'entreprise a décidé qu'il fallait savoir s'il y avait des objets de valeur dans son entrepôt. Mais d'abord, il devait savoir de quel pays venait le garçon. Joie a demandé si elle devait arrêter d'être impolie envers Dee, ce à quoi Klaus a répondu non. Le patron lui a ordonné d'avertir les gardes et les employés qu'ils devaient être polis envers Dee, et pas seulement envers ceux de l'entreprise. Nick bâilla dans les bras d'Alicia. Karina, Dee et Alicia traversaient le camp. L'un des marchands a montré à un autre un verre de cristal coûteux. L'apprenti marchand s'en aperçut et pensa que, même si la vidéo était de qualité moyenne. Dans ce monde, un verre de cristal était encore un objet coûteux. Quelqu'un a appelé Karina par son nom. Il s'est avéré que c'était une fille nommée Cora, qui a demandé de l'aide au gardien pour allumer le feu. Karina s'est excusée auprès de la petite fille, elle n'a pas pu l'aider, elle a dû escorter Dee. Le garçon ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de Karina pour allumer un feu et supposait que peut-être la fille le faisait avec la magie. Curieux, Dee a directement dit qu'il voulait voir Karina allumer le feu. La jeune fille a répondu qu'elle était d'accord s'il le voulait. Karina se dirigea vers le poêle. Corey le remercie d'avoir accepté de l'aider. L'escorte a demandé rhétoriquement s'il était difficile d'allumer un feu avec du silex. La jeune fille lui tendit la main et immédiatement les flammes s'enflammèrent. Dee a été impressionné par la scène. Il comprit également qu'il s'agissait de magie spirituelle. De plus, il a noté que même si la magie offensive de Nick était également impressionnante, il était surpris par la façon dont les gens utilisaient la magie dans la vie de tous les jours. Dee a demandé à Karina si elle aidait toujours à allumer le feu. Elle a répondu cela seulement lorsqu'elle n'était pas occupée. Le garçon suggéra que, dans ce cas, ceux qui ne pouvaient pas contrôler la magie du feu le faisaient avec du silex.
Alicia le corrigea en expliquant que les personnes qui ne maîtrisaient pas la magie du feu, mais d'autres types de magie, pouvaient utiliser des artefacts de feu. Daya a précisé si elle avait bien compris que n'importe qui pouvait utiliser des objets magiques, quel que soit le type d'objet, à condition qu'il ait un pouvoir magique. Alicia a confirmé, mais a ajouté que ce n'était pas tout. Il expliqua que les prouesses magiques d'une personne influençaient le travail qu'elle pouvait accomplir et que ceux qui possédaient la magie étaient embauchés plus facilement que ceux qui ne la possédaient pas. Les gens dépourvus de pouvoirs magiques ne pouvaient même pas utiliser les installations modernes et parvenaient à peine à survivre. Dès l'a bien compris. Il commença à se remémorer sa vie dans son pays natal, où son grand-père était mort et où il n'avait pas de travail. Il se souvenait des personnes désagréables, des mauvaises nouvelles et d'autres difficultés de sa vie. Le protagoniste est arrivé à une triste conclusion. La qualité de vie dépendait de la magie. Karina le regarda sévèrement, et ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon réalisa que Ked était à côté de lui. Il comprit qu'il l'avait dit à voix haute. Le protagoniste s'est excusé auprès de la jeune fille. Kéré accepta ses excuses, elle y était habituée. La jeune fille a dit que même si elle n'avait pas de magie, elle travaillait dans une bonne entreprise où tout le monde était gentil et s'entraidait. Elle savait parfaitement qu'elle avait de la chance. Dice a pris ses paroles au sérieux. Il comprit que grâce à son talent il avait pu devenir marchand, mais que finalement c'était une idée égoïste. Le protagoniste regarda sa main. Avec cette capacité, il pouvait aider les gens qui n'avaient pas de magie. Il a décidé qu'il serait intéressant d'ébranler les fondations de ce monde. Des pensées que les gens sans magie pouvaient vivre aussi bien que ceux qui le vivaient, et que s'ils diffusaient des objets et des connaissances communs, les non-magiques le traiteraient avec appréciation. Je savais que ce n'était qu'un fantasme, mais maintenant j'avais beaucoup de motivation. Il se tourna vers Cor et lui tendit un briquet, le qualifiant d'appareil générateur de feu. Il lui a montré comment utiliser l'appareil, ce qui a surpris tout le monde. C'était la première fois que Karina voyait un si petit artefact magique. Alicia objecta que l'objet ne ressemblait pas à un artefact magique et le compagnon ajouta qu'il était transparent, comme un bijou. Cora était d'accord, oui, ça ressemble à un joyau. Della pla un briquet et le tendit à la jeune fille. Elle protesta vivement, disant qu'elle ne pouvait pas accepter quelque chose d'aussi cher. Le briquet a glissé des doigts du garçon et est tombé au sol sans se casser, ce qui a étonné les filles. Le protagoniste la rassura, lui assurant que l'artefact était assez résistant, et que même si elle en cassait deux, il ne serait pas en colère. Il a demandé à Corée de ne pas s'inquiéter et d'essayer de l'utiliser. Prenant un bouquet d'herbes sèches, la jeune fille l'alluma avec l'appareil et plaça les herbes brûlantes entre les bûches. Le bois de chauffage a pris feu. Cora ne pouvait pas croire qu'un artefact aussi incroyable existait et a déclaré que la patrie de Dé devait être merveilleuse. Le protagoniste a ouvertement déclaré qu'il souhaitait que les habitants non magiques de ce pays puissent utiliser des artefacts magiques. La jeune fille lui demanda s'il était un commerçant étranger. Avec un sourire, il lui dit qu'avec des outils aussi incroyables, il réussirait certainement. Carrick a remercié Dick. Elle lui rendit le briquet et le garçon lui dit qu'il devrait la remercier de l'avoir écouté, s'excusa d'avoir interrompu son travail et lui dit qu'elle pouvait garder le briquet. Elle se retourna pour continuer son escorte, mais surprise par la décision du jeune marchand, Carré lui demanda d'arrêter. Je ne pouvais pas accepter quelque chose d'aussi cher. Le protagoniste a insisté sur le fait que ce n'était pas si cher. Quelqu'un a demandé ce que Karina faisait là. Celui qui parlait s'est avéré être le chef des gardes du corps. Elle a répondu qu'elle allait le voir. Dy fut surpris par la taille de l'homme. Karina a présenté son capitaine, Jeffrey, au protagoniste, expliquant qu'il était le partenaire commercial de Bertram et a présenté Dy à Jeffrey en tant que marchand escorté. En l'honneur de la réunion, le garçon a tendu la main en disant qu'il serait avec eux jusqu'à la prochaine ville. Jeffrey s'est personnellement présenté au protagoniste. Karina a expliqué au capitaine que M. Bertram lui avait demandé de garder un œil sur Adé. Jeffrey a confirmé à son subordonné que Karina escortait alors 2 personnes. Alicia aidait. Le gardien hocha la tête. Le protagoniste a été irrité d'apprendre qu'il disait que Karina prenait soin de 2, probablement exprès. Jeffrey a invité l'homme ou le prêtre à l'accompagner. Ils se mirent en route. Le capitaine a proposé à Adé un verre, mais il a refusé. Il laisse derrière eux un correspondant confus. Finalement, le garçon a mangé quelque chose. Le protagoniste était allongé dans sa tente, son chat recroquevillé sur le ventre. Tout en caressant son animal de compagnie, Dé a commenté à quel point les gens étaient surpris par le briquet en plastique. Se rappelant à quel point il était comparé à un bijou, il commença à s'inquiéter s'il n'était pas allé trop loin. Mais il ne pouvait pas continuer à y penser. Ils l'ont appelé. C'est Karina qui s'est excusée de l'avoir dérangé si tard, mais le chef de l'entreprise souhaitait rencontrer le jeune commerçant.
D a accepté d'aller à la réunion. Il a décidé de cacher la montre avec laquelle il avait récemment vérifié l'heure, craignant que cela puisse causer des problèmes. Il a quitté le magasin accompagné de Karina. Il remarqua que le camp était assez animé. Les gens le regardaient, ce qui le rendait intrigué. Karina a invité le protagoniste à entrer dans le magasin où Alicia était déjà assise à table et Klaus se tenait à côté d'elle, offrant au garçon une chaise vide. Le chef de l'entreprise s'est également assis et s'est excusé de l'avoir dérangé à une heure aussi tardive. D est allé droit au but et a demandé ce qui n'allait pas, ajoutant qu'en cas de problème avec les produits, il pouvait les échanger. Klaus a décliné l'offre parce que le produit était excellent. Ensuite, le protagoniste a voulu savoir de quoi il s'agissait. Il s'est avéré que Bertram voulait parler du briquet. Le garçon reconnut immédiatement l'objet qu'il avait offert à Corey. Klaus n'a pas tardé à préciser qu'il ne l'avait pas pris à la fille. Elle avait simplement voulu s'enquérir d'un artefact magique qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le chef de l'entreprise demande sérieusement au jeune commerçant s'il comprend la véritable valeur de l'objet. Dice fut surpris par la question. J'avais prévu de vendre le briquet, certes, mais uniquement comme électroménager. Klaus expliqua que cet artefact pouvait être utilisé par les aristocrates et les riches, et que, même s'il ne valait pas grand-chose dans le pays de Dain, il y était extrêmement cher. Le garçon a demandé si le briquet était considéré comme un simple appareil, ce à quoi le patron a hoché la tête. L'homme a expliqué que, précisément parce qu'il pouvait être utilisé par des personnes sans connaissance en magie, il avait plus de valeur qu'un artefact magique ordinaire. Il y avait aussi un autre détail, le boîtier du briquet, qui pouvait être vendu au prix d'un verre ou même d'un bijou. En entendant cela, le protagoniste se souvint que, l'autre jour, il avait vu deux personnes se disputer à propos d'un verre de cristal très cher. Klaus a ensuite expliqué les nuances du problème, affirmant que lorsque des articles comme celui-ci arrivaient sur le marché, il y avait toujours ceux qui essayaient de les vendre à de riches aristocrates ou nobles. D s'est rendu compte que si cela se produisait, il pourrait avoir de gros ennuis. Le jeune commerçant a honnêtement admis qu'il n'y avait pas pensé. Le chef de l'entreprise a promis de l'aider, mais lui a demandé ce qu'il allait faire maintenant. Le protagoniste réfléchit à sa réponse, réfléchissant à la manière de se protéger et de se présenter sans perdre son avantage, et qu'il ne pouvait pas ébranler les fondations de ce monde comme il le voulait. Puis il se souvint de ce verre de cristal et une idée lui vint à l'esprit. Il a dit qu'il avait déjà essayé de vendre cet article à des aristocrates et à des gens riches. D sortit une rose de cristal et la montra à Klaus et Alicia. La jeune fille a été impressionnée par la beauté de l'objet et le chef de l'entreprise s'est même exclamé de surprise. Le protagoniste s'est encore une fois demandé s'il avait dépassé les limites. Klaus remarqua quelque chose. Il a crié à quelqu'un de s'arrêter et de prendre son temps. Alicia s'est également exclamée avec peur. D ne comprenait pas la raison de ses réactions. Il n'avait pas remarqué la lame qui se trouvait à côté de son cou. Ce n'est qu'en baissant les yeux qu'il vit l'épée de Karina pointée sur sa gorge. Klaus intervint et expliqua au gardien que tout allait bien, qu'il avait simplement été surpris. La jeune fille retira l'épée du cou de Deshi, la rengaina et s'excusa. Le chef de la société commerciale a été gêné par ce qui s'est passé et s'est excusé d'avoir élevé la voix. Le garçon se souvint de l'avertissement de Karina et se demanda si les conditions du métro avaient été remplies, puisque l'escorte était apparue dans le magasin en un instant. Daya a assuré à Klaus que tout allait bien. Karina ne faisait que les protéger. Le vieil homme remarqua que le protagoniste n'avait même pas bougé lorsque l'épée était pointée sur lui. Le garçon a expliqué qu'il savait que Karina ne lui ferait pas de mal. En réalité, D n'avait tout simplement pas compris ce qui se passait et n'avait pas vu le drap à temps, mais il valait mieux que les autres ne le sachent pas. Le chef de l'entreprise a proposé de poursuivre la conversation et le protagoniste a demandé si Karina pouvait se joindre maintenant. Le garçon était terrifié par ce qui s'était passé et ne voulait pas que cela se reproduise. Klaus accepta, puisque D l'avait demandé. Le patron a demandé à Karina de s'éloigner un peu. La jeune fille obéit. L'homme était prêt à se remettre aux affaires. Le jeune marchand commença à expliquer que cette rose était une sculpture en verre. Elle était si belle que n'importe quel bijou était en dessous d'elle. Klaus ne pensait pas que c'était le même verre qu'il voyait habituellement. Lui et Alice admirèrent ensemble la beauté de la rose. D sortit quelques objets supplémentaires de son sac et les posa sur la table. Parmi eux des briquets et des figurines en cristal, le chef de l'entreprise a été hypnotisé par la beauté des objets, remarquant qu'ils brillaient même différemment. Klaus s'est rendu compte que le corps des briquets était différent du verre utilisé par les maîtres des, mais certains essayaient néanmoins de les vendre à un prix plus élevé. Le jeune commerçant a déclaré qu'il voulait résoudre le problème de l'argent et gagner quelque chose en vendant de la verrerie.
Il envisageait de le faire en utilisant les briquets comme article gratuit lors de l'achat principal. Le protagoniste avait décidé d'offrir un briquet comme objet de la vie quotidienne à quiconque achetait un objet en verre coûteux et le distribuait ensuite aux riches. Le chef de l'entreprise a précisé s'il avait bien compris que Dee envisageait de distribuer des briquets sur le marché. Klaus ne pensait pas que c'était un bon plan, mais comme il n'y avait pas d'autre idée, il accepta de le faire selon la méthode du jeune marchand. Dee a demandé si cela signifiait que l'homme était prêt à coopérer avec lui. Le chef de l'entreprise a confirmé son accord. Le garçon le remercia et lui tendit la main. Klaus et Dice l'ont secoué. C'était la première étape d'un commerçant débutant. La protagoniste, Karina et Alicia, ont quitté le magasin. Ils ont traversé le camp et l'escorte s'est excusée pour ce qui s'était passé. Alicia a assuré à son ami que tout allait bien. Dee voulait également soutenir Karina, disant que tout était arrivé à cause de lui, puisque Klaus avait été très surpris, et que la fille ne faisait que son travail, donc il devrait s'excuser. Alicia voulait en discuter. Mais il n'a pas fini sa phrase. Il y avait un air embarrassant entre trois qui dérangeait Dal. Décidant de détendre l'ambiance, le garçon se rendit chez Alice et la distraya avec l'aide d'un chat. Elle prit Nick dans ses bras et les pattes avant du chat effleurèrent les joues de la jeune fille. Dee savait que cela lui remonterait le moral. C'était trop facile. Le garçon a ouvertement dit à Alicia qu'il l'aimait mieux quand elle souriait. La jeune fille rougit, sourit et demanda si c'était le genre de sourire qu'elle voulait voir. Le protagoniste a ajouté qu'Alicia était aussi timide et adorable. La jeune fille était confuse. Karina, qui regardait toute la scène, se sentait mal à l'aise face à la conversation. Dee a changé de sujet et a demandé aux filles pourquoi tout le monde au camp le regardait autant. Karina a expliqué que c'était parce que le protagoniste avait donné un briquet à Carey. Le garçon demanda si cela signifiait que les autres voulaient aussi le même artefact. L'escorte ne l'a pas nié, mais a ajouté qu'elle voulait également savoir quel genre de personne était Dee et lui parler. Karina a continué en expliquant le comportement des gens dans le camp, disant qu'ils imaginaient différentes raisons pour la visite du jeune commerçant. Dee, après avoir entendu toutes les versions, a plaisanté avec le garde en disant qu'il avait une bonne opinion d'eux. La fille le corrigea. Ce qu'ils avaient, c'était une bonne imagination. Alicia a remarqué quelque chose. Il y eut une agitation au loin. Les gens ont couru hors de la forêt pour demander de l'aide et crier que des monstres les poursuivaient. Le trio, Dee, Karina et Alicia, ont été mis en alerte. L'un des fuyards criait haut et fort qu'un troupeau de singes royaux se dirigeait vers Alger. Karina s'avança et ordonna à Alicia et Dee de se cacher derrière elle. Les yeux affolés des singes royaux brillaient dans l'obscurité. L'escorte tenait son épée prête. Les fugitifs criaient à plein poumon sur les singes royaux. Tout le camp les entendit. Le capitaine a immédiatement ordonné de former une ligne d'interception. Les escortes se rassemblèrent rapidement, se préparant au combat. Ceux qui ont réussi à s'échapper sont tombés à terre. Les défenseurs étaient entièrement armés. Ils se tenaient debout, leurs boucliers levés et leurs lances en avant. Deshi a tout regardé. Il a demandé aux filles qui étaient ces vrais singes. Karina a expliqué qu'il s'agissait d'un type de grand singe monstre. Ils étaient non seulement assez intelligents pour chasser en groupe, mais aussi rapides. Le protagoniste a demandé à l'escorte s'il souhaitait rejoindre la ligne de défense. La jeune fille a répondu que, pour l'instant, son devoir était de le protéger, lui et Alicia. Dee lui assura qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui, qu'il valait mieux qu'il se concentre sur la protection d'Alicia. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas abandonner sa tâche. Alors il a demandé au garçon de ne pas interférer avec son travail. L'escorte se tourna vers Alicia, lui rappelant qu'elle pouvait utiliser la magie non élémentaire, et lui demandant de ne pas oublier les sorts de renforcement physique et de furtivité. Le garçon a entendu les paroles de Karina et a découvert le type de magie que les magiciens non élémentaires pouvaient utiliser. Le protagoniste a pensé à la furtivité et a supposé que s'ils utilisaient tous les deux le même système, alors seul l'objet pouvait être enchanté. Dee se demandait s'il pouvait le faire aussi. Alice remarqua que les singes royaux approchaient. Des bruits ont été entendus venant de la forêt. Les monstres sautèrent hors de la forêt en rugissant violemment. Le capitaine de l'escorte ordonna aux défenseurs de détendre les cordes de leur arc. Les archers commencèrent à tirer sur les bêtes. Les singes étaient dans les airs et sautaient. Les flèches se dirigeaient vers eux. Dee réalisa qu'ils ne pouvaient pas les esquiver lorsqu'ils étaient dans les airs et pensa que cela les achèverait. Les archers ont continué à tirer. Le protagoniste fut choqué de constater que les flèches n'avaient causé aucun dommage aux singes royaux. Le capitaine ordonna que les prochaines attaques soient magiques. Les sorciers lancent différents sorts contre les monstres. Les singes furent surpris et crièrent fort.
Alicia regardait, perplexe. Les autres singes royaux étaient toujours impatients de se battre. L'un d'eux a été arrêté lorsque sa tête a heurté un bouclier. Les monstres se heurtèrent à la résistance des boucliers. Dé a demandé si les escortes allaient bien. Karina lui a assuré que oui, il pouvait résister à des attaques de ce niveau. Puis quelque chose attira soudain son attention. Des renforts de singes royaux étaient arrivés du sud. Le capitaine encouragea ses hommes en disant qu'ils étaient plus forts qu'eux. Le protagoniste réfléchissait à la décision à prendre, puisqu'il pouvait simplement observer, mais il voulait aider. Il ne voulait pas montrer sa force. Il a également demandé à Nick de se cacher et de ne pas utiliser la magie. Déchi regarda son inventaire, ne sachant pas quoi choisir. Alicia le remarqua et le regarda avec incrédulité, puisqu'elle ne pouvait pas voir son écran. Karina a commenté que la situation était étrange, car l'activité des singes royaux était d'une intensité suspecte. L'escorte a ordonné à Alicia de découvrir s'il se cachait au sud de la forêt. Dé sentit quelque chose et détourna le regard. Alicia ferma les yeux et se concentra sur son sort. Le protagoniste a regardé vers la forêt et a vu les singes royaux s'en approcher. Il a immédiatement crié, avertissant Karina qu'ils approchaient des champs à l'est. Les monstres étaient rapides. Le protagoniste l'a remarqué et a pensé de toute urgence qu'il avait besoin d'une arme. L'un des singes a visé Dé, mais Karina est immédiatement apparue à côté du monstre. Avec son épée, il détourna l'attaque. Mais deux autres singes couraient déjà dans une autre direction. Le garde et le garçon l'ont vu. Cette fois, les monstres se dirigeaient vers Alice. Dé craignait pour la fille. Soudain, il se releva du sol, sans savoir comment. Suti a volé directement dans le visage du singe attaquant. Le monstre tourna son regard vers le protagoniste, mais il était trop tard. Dé a frappé le singe à la mâchoire inférieure. Le monstre vola violemment sur le côté, roulant sous l'impact. Le deuxième singe se tourna vers le protagoniste. Le garçon lui a donné un coup de tête au visage. Le singe a perdu connaissance et a également été projeté par la force du coup. Karina et Alicia ont été stupéfaites par ce qu'elles ont vu. Le protagoniste, incapable de contrôler sa force, a traîné son corps sur le sol à cause de l'inertie. Waouh, il était allongé sur le sol. La sorcière et l'escorte s'inquiétaient de l'état du marchand. Le protagoniste releva la tête, toujours allongé, se tourna vers Alicia et lui demanda si elle était blessée. Les filles ont aidé Daya à se relever et toutes les trois se sont précipitées hors des lieux. Cependant, deux autres singes décidèrent de les attaquer par derrière. Karina et le protagoniste l'ont senti et se sont retournés. Dé et le garde firent face au monstre. Karina a attaqué avec son épée et le garçon avec des coups de pied. Alice, qui se tenait un peu à l'écart, regardait leur combat, mais il y avait un autre singe royal juste derrière elle. La sorcière ne s'en aperçut pas immédiatement. Mais il sentit quelque chose et regarda sans bouger. Il paniqua en voyant le monstre lui montrer les crocs. Dé a immédiatement couru pour l'aider, ce que Karina a réussi à voir du coin de l'œil. Le garçon a réussi à recevoir le coup du singe royal sur son propre corps. Alicia avait vraiment peur de Dé. Karina était également inquiète. Le monstre s'accrochait à l'épaule du protagoniste. C'était difficile pour lui de le supporter. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner, même s'il craignait de mourir si la situation ne s'améliorait pas. Il essaya de se convaincre qu'il ne ressentait pas de douleur, et à sa grande surprise, Dé ne ressentait vraiment pas de douleur. Le singe royal accroché à son épaule était également perplexe de ne pas pouvoir le mordre. Le protagoniste se souvient qu'avant Karina et Alicia avaient parlé de magie non élémentaire ou de magie sans moyens improvisés. Et il se rendit compte que, selon toute probabilité, c'était ce qui se passait. Il se souvenait également de sa rencontre avec l'énorme tigre dont il avait vu les mouvements au ralenti. Dé décida de profiter de son avantage et sortit un couteau de sa ceinture, qu'il enveloppa d'une aura. Le marchand a poignardé le singe royal dans le dos. Voyant le résultat de son attaque, le protagoniste a conclu que c'était comme enfoncer une fourchette dans un morceau de gâteau. La force physique et la furtivité étaient des capacités vraiment puissantes. L'attention de Dé fut détournée vers Karina, qui combattait un autre singe. Le garçon a utilisé sa force physique et a crié à l'escorte de le laisser s'occuper du monstre. Le protagoniste a sauté et a de nouveau planté le couteau dans le dos du singe royal. Dé a également utilisé la furtivité. Le monstre rugit de rage et de douleur. Cependant, le couteau du garçon était petit et n'atteignait pas le cœur du singe. Le monstre bougeait continuellement. Avec fureur, quelque chose que bien sûr le protagoniste n'a pas aimé du tout. Le couteau est sorti de la blessure. Sans s'y attendre, Dé se retrouva tombé dans le vide. Le singe sourit moqueusement devant l'échec du garçon. Mais il ne se décourageait pas non plus, il souriait légèrement. Karina, au regard ferme et concentré, délivra un coup précis avec sa longue épée, surprenant le roi singe. La lame l'a complètement traversé. Le monstre fut vaincu.
L'escorte laissa échapper un éclat de sang alors qu'ils exécutaient leur coupure. Le visage de Karina était taché de rouge. Dé trouvait cette image de la jeune fille attirante. Le garçon tomba de nouveau au sol. Alicia et Karina coururent vers lui, inquiètes. Le protagoniste a demandé s'ils étaient blessés. Nick sortit la tête de sous sa chemise. Au lieu de répondre, l'escorte a répondu que c'était elle qui devrait demander cela, et la sorcière a ajouté que Dé aurait dû mieux prendre soin d'elle. Les filles ont aidé le garçon à se relever. Ils s'enquièrent de l'état de la ligne défensive. Karina a rapporté que le nombre d'ennemis diminuait et que si cela continuait, il gagnerait. Le protagoniste a proposé d'aider les défenseurs. L'escorte lui rappela encore une fois que son devoir était de protéger Alicia et Dé. Il fronça les sourcils en se rappelant comment le jeune marchand avait protégé la sorcière de l'attaque du singe royal. Karina resserra sa prise sur la poignée de son épée au fourreau. Remarquant sa propre tension, la jeune fille expliqua que le plan des singes pour percer la défense avait échoué et qu'en raison de leur morale en baisse, ils allaient bientôt battre en retraite. Le protagoniste a demandé si les singes royaux étaient vraiment aussi intelligents. Dé obtint la réponse lorsqu'il regarda vers la ligne de bouclier et vit que les monstres commençaient réellement à se retirer dans la forêt. Karina, maintenant sans sang sur le visage, s'est tournée vers le garçon plus d'une fois, lui demandant si le jeune marchand était déjà convaincu de ses propos. Le garçon semblait l'ignorer, pensant seulement que, sans sang sur son visage, l'escorte était encore plus mignonne. Dé baissa les yeux sur ses mains et vit du sang dessus. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une petite serviette roulée. Alicia lui a demandé de le lui donner. La sorcière trempa le tissu dans l'eau et l'essora pour enlever l'excédent. Il commença à nettoyer le visage de Dé. Il s'est exclamé qu'il faisait froid et a ajouté qu'il aurait pu se nettoyer, mais Alicia a insisté pour l'aider en signe de gratitude. Finalement, le protagoniste lui a permis de le faire. Elle essuya ses deux joues avec la serviette mouillée et on pouvait dire à son expression qu'il était ravi. Dé a demandé à la sorcière si elle utilisait la magie spirituelle de l'eau. Compte tenu de la réaction confuse d'Alicia, le garçon a décidé de clarifier s'il avait dit quelque chose de mal. Elle fut surprise que le commerçant sache qu'elle pouvait utiliser la magie spirituelle de. Dé, à son tour, fut surpris. La sorcière réfléchit à la façon de lui expliquer. Alicia a libéré une avalanche d'informations sur le fonctionnement de la magie, ses types, lesquels étaient les plus puissants et comment fonctionnaient les artefacts magiques. De ces paroles, le garçon déduisit qu'il y avait 4 éléments principaux et que la magie spirituelle était plus puissante que les artefacts. La sorcière ne comprenait toujours pas comment le marchand avait réalisé qu'elle utilisait la magie spirituelle. Dé réfléchit à la façon de mentir. Avec hésitation, il a répondu qu'il était simplement poli. Il a expliqué que dans son pays, la magie spirituelle était plus valorisée que les artefacts, il était donc arrivé à cette conclusion qu'en fait, il serait impoli d'appeler quelque chose comme ça un artefact puisqu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. C'est pourquoi le protagoniste avait dit qu'il s'agissait de magie spirituelle. Alicia et Karina lui jetèrent un regard sévère. Le garçon se sentit gêné. L'escorte expliqua que dans leur pays seulement 20 personnes pouvaient utiliser la magie spirituelle et que sur tout le continent il y en avait une centaine. Le garçon pensait qu'il y en avait très peu. La sorcière rit un peu, disant qu'un commerçant débutant devrait mieux se renseigner sur son pays avant d'y démarrer une entreprise. Le protagoniste a répondu qu'il serait ravi s'il lui racontait tout pendant leur voyage. Les filles ont accepté d'aider Déchi, et Dé les a joyeusement remerciées. En signe de gratitude, il leur proposa de leur vendre 2 figurines à ses formes. Mais tous deux ont rejeté l'offre. Les guerriers de l'escorte étaient heureux de la victoire. Dé a demandé s'ils pouvaient s'approcher du poste de défense. Karina a répondu qu'il y avait peut-être des blessés et que le protagoniste pourrait les aider. Le garçon a également demandé les raisons de l'attaque des singes royaux. L'escorte avait quelques soupçons, mais dit qu'il valait mieux interroger ceux qui avaient fui les monstres. Le protagoniste a tiré quelques conclusions pour lui-même. La première, c'est que la magie spirituelle était rare dans ce monde. La seconde qu'il pourrait appeler la magie spirituelle s'il utilisait sa propre magie élémentaire et si quelqu'un découvrait sa capacité d'échange, il pourrait avoir des problèmes donc il devait l'utiliser avec précaution. Le garçon sourit avec résignation. Il semble que survivre n'ait pas été si facile, même avec les compétences de Cheta. Alicia se souvient du moment où Dé, meurtri. Il avait levé le doigt et dit que tout allait bien. La fille rougit et le traita de drôle de personne. La sorcière pensait que le marchand était gentil. De plus, il n'avait jamais entendu quelqu'un vaincre un singe royal sans armes. Alicia a revécu dans son esprit le moment où le protagoniste l'a recouverte de son corps. Il ne comprenait pas pourquoi Daya avait fait quelque chose comme ça.
Il ne comprenait pas non plus pourquoi le garçon souriait dans une situation aussi dangereuse. Vous ne pouvez pas battre un singe royal d'un seul coup. Mais Alicia se souvient bien de la façon dont sa grand-mère lui parlait du héros lorsqu'elle était enfant. La jeune fille a caché sa tête sous la couverture. Là, il secoua vigoureusement la tête, marmonnant non. Elle pensait que, malgré cela, Dain n'avait pas peur d'elle, et que même après avoir découvert qu'elle possédait de la magie spirituelle, il n'avait pas changé la façon dont il la traitait. Elle se souvenait de la façon dont les autres l'avaient jugée, puis du sourire chaleureux du garçon. Elle se sentait confuse. Il s'est recroquevillé sur la couverture comme une chenille. Karina était bouleversée et surprise que l'aspirant marchand ne sache pas monter à cheval. Dé la corrigea. Ce n'était pas que je ne le savais pas, mais que je n'en avais jamais monté. Finalement, le protagoniste est monté dans la calèche accompagné de Karina et Alicia. Je n'étais pas content des secousses. Mais d'après l'escorte, c'était la meilleure voiture qu'il pouvait avoir. Le protagoniste regardait par la fenêtre de la voiture. Les guerriers qui les accompagnaient détournèrent immédiatement le regard. Cela le déprimait que tout le monde évite de le regarder. Pour Karina, c'était quelque chose de normal. Le protagoniste ne comprenait pas quand il avait réussi à devenir si terrifiant. L'escorte a répondu que c'était la veille au soir, lorsque tout le monde parlait de ses plats préférés. Karina a expliqué que même si les gens avaient cessé de parler du briquet, il y avait toujours une raison à ces malentendus. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la tante de Day, ou plutôt de l'étrange lumière qui en sortait. Le garçon se justifia en disant que dans son pays c'était courant. Karina a exigé que la prochaine fois qu'il exposerait des produits de ses terres, il les prévienne ainsi que le chef commerçant en premier. Le protagoniste s'est excusé et a assuré qu'il s'en souviendrait. Alicia, curieuse, lui demanda de quels produits il parlait et lui demanda de les lui montrer. Le garçon a proposé de leur montrer l'intérieur de son magasin s'ils voulaient le voir. La jeune fille devint très rouge à cette suggestion. Le protagoniste réalisa à ce moment-là ce qu'il avait dit, se rappelant qu'Alicia était mineure. Dé s'est excusé et s'est rétracté, expliquant que la sorcière était trop jeune. Alicia fut déçue d'apprendre qu'il était trop petit. Karina s'est tournée vers le garçon et lui a dit que c'était impoli de dire quelque chose comme ça. Il s'est avéré que la sorcière avait 20 ans. Le protagoniste a été stupéfait par cette information. Karina a ajouté qu'elle avait 19 ans et qu'ils étaient tous les deux plus âgés que lui. Dee est fermement opposé à une telle déclaration, puisqu'il avait 22 ans. L'escorte ne semblait pas s'en soucier, mais la sorcière se contenta de rire. Les jeunes d'aujourd'hui ont hâte de grandir, a-t-il commenté. Le protagoniste était frustré que les filles pensent qu'il avait 16 ou 17 ans. Karina l'a taquiné en disant que c'était un joli compliment et Alicia s'est excusée. Cependant, au début, le garçon avait également confondu l'âge des filles. L'escorte a suggéré de mettre fin à cette conversation. Une escorte de chevaux a nivelé le sol dans l'espace ouvert. Dain regardait par la fenêtre quand quelque chose attira son attention. Il a vu des hommes attachés dans une charrette ouverte. Karina remarqua où le protagoniste regardait et lui dit qu'il ne devrait pas ressentir de compassion. Deshi considérait cela comme cruel. Il s'est avéré qu'un groupe de 35 personnes était entré dans la forêt pour capturer des bébés singes royaux. Sur une équipe aussi nombreuse, seuls 5 aventuriers ont survécu. Le garçon a demandé pourquoi ils avaient besoin des bébés. Alicia a répondu qu'ils étaient utilisés à cette fin et Karina a ajouté qu'ils étaient également utilisés dans l'armée. L'escorte a en outre expliqué que les singes royaux capturés étaient équipés de colliers d'esclaves. Le protagoniste se sentait mal à l'aise avec un tel objet. Dé a demandé si les bébés singes coûtaient cher. Karina a parlé des prix. Ainsi, il s'est avéré qu'une pièce d'or équivalait à 1 million de yens selon le taux de change de son savoir-faire. Le protagoniste a continué à poser des questions. Il voulait savoir si ces aventuriers étaient des criminels. L'escorte expliqua que c'était une affaire délicate, mais qu'elle devait assumer la responsabilité de la bataille d'hier. Ils seraient condamnés à une amende et s'ils ne pouvaient pas payer, ils deviendraient esclaves pour dette. Dé a conclu qu'être un aventurier n'était pas du tout rentable. Cependant, il s'est avéré que Karina elle-même était une aventurière. Le protagoniste s'est excusé auprès d'elle et la jeune fille lui a expliqué que, si l'on travaille de manière cohérente, l'entreprise peut être très lucrative. Les aventuriers à bord du chariot n'ont tout simplement pas eu de chance, car ils ont été attaqués par 2 meutes à la fois. Alicia a ajouté que, de toute façon, ils n'avaient pas enquêté correctement. De ce qu'ils ont dit, il a déduit que ces aventuriers n'avaient même pas vérifié si les membres de leur équipe étaient toujours en vie. Dee a déclaré à haute voix que le monde était dur. Alicia et Karina ont été déconcertées. Le protagoniste a découvert que si l'on s'approchait d'une fille en utilisant la magie physique, cela était considéré comme impoli. Il a conclu que la culture et les coutumes de ce pays étaient différentes des siennes. Alicia apprécia les efforts du garçon et Karina avertit la sorcière de ne pas trop le féliciter.
Dé proposa de faire une pause et commença à fouiller dans le sac que Klaus lui avait donné. Il a sorti de l'eau et des sandwichs emballés dans du plastique. Le protagoniste a offert les sandwichs et a invité les filles à les essayer. Dé leur a également proposé de déguster quelques plats japonais. Il leur a sincèrement demandé d'être honnêtes car leur opinion l'intéressait. Il s'est avéré que le chef de l'entreprise avait donné un sac au protagoniste afin qu'il puisse cacher son stockage. Le garçon a sorti la nourriture de son inventaire pour que tout soit frais. Daya commença à manger en ouvrant l'emballage de la nourriture. Mais avant de pouvoir le faire, il s'est exclamé à propos de ce qu'il voyait devant lui. Le protagoniste regarda vers la rue. Ils approchaient de la ville de Takura. Le garçon essaya de le voir. Mais d'où il était assis, il ne pouvait rien distinguer. Dé décida qu'il devait bientôt déjeuner. Il a expliqué qu'une bouteille d'eau en plastique était un récipient doté d'un emballage transparent spécial, comme celui d'un sandwich, et qu'il ne l'avait pas montré à n'importe qui. Karina a dit que cela l'avait calmé. Le protagoniste ne comprit pas pourquoi, mais il remercia la jeune fille. Comme ils allaient se reposer environ 1 heure, Dai suggéra de faire une promenade dans la ville. Alicia a soutenu l'idée. L'escorte ne s'y opposa pas, mais conseilla d'abord de manger dans la voiture, car il avait également besoin de voir à quoi ressemblait la ville. Après le déjeuner, ils se promenaient, non pas dans les faubourgs, mais dans le centre. La ville était grande et Karina pensait qu'il était plus important pour un commerçant débutant de découvrir différentes cultures que les paysages. Il pouvait également y acheter des chaussures et des vêtements. Après avoir dit cela, l'escorte regarda Dai. Le garçon a compris. C'était trop flashy. Il a accepté le plan de Karina et a demandé à Alicia si elle pouvait faire de même. La sorcière n'avait aucun problème. Le garde a remercié Dai. Elle était heureuse qu'il soit revenu à destination. Le garçon se sentit très mal à l'aise en voyant la réaction de Karina. Il décide de revenir sur le sujet en demandant combien de temps le manager serait absent. Karina estimait qu'elle reviendrait dans 15 ou 20 minutes environ. Gardant cela à l'esprit, Dai décida que lui et Alicia attendraient le garde dans la voiture. La caravane s'est arrêtée. Le protagoniste et la sorcière restèrent assis à l'intérieur. Il y avait aussi Nick, qui sauta du siège. Le chat sauta vers Alice. Ce qui a rendu la jeune fille très heureuse. Il a commencé à jouer avec. Nick réussit à attraper la main de la jeune fille. Dee a observé. La sorcière a continué à jouer avec Nick. Disant que cette fois, il ne parviendrait pas à la rattraper. Il accéléra ses mouvements, mais Nick cherchait toujours sa main. Il réussit à effleurer le poignet d'Alicia avec sa patte. Après cela, la fille a décidé d'augmenter encore la vitesse. Nick poursuivit rapidement la main de la sorcière, essayant de l'attraper. En voyant la vitesse d'Alicia, le garçon s'est rendu compte que non seulement Nick, mais aussi la fille, avait une force physique accrue. Dai avait du mal à croire ce qu'il voyait. Pendant que le chat poursuivait la main, la sorcière réussit à l'attraper à 2 mains. Alicia a ramassé le chat et a demandé si Nick savait comment utiliser l'amélioration de la force physique. Le propriétaire du chat a compris que son animal avait été découvert. Le protagoniste s'est tourné vers la jeune fille avec le plus grand sérieux et lui a demandé de garder secret ce qu'elle avait vu entre deux. Alicia a répété la question, entre eux. La fille a dit que si Dai le disait, alors oui. Les deux se regardèrent avec une légère rougeur sur les joues. Dai et Alicia se répétaient leur nom. Nick grogna. La scène fut interrompue avec le retour de Karina. La sorcière salua son escorte. Le protagoniste a commenté que Karina était revenue rapidement. Le défenseur le regarda sévèrement. Il a annoncé qu'il resterait dans la ville pendant 2 jours. Dai fut surpris par cette décision. Le garçon a demandé si quelque chose s'était passé. Karina a expliqué que les dégâts causés par les vrais singes étaient plus importants qu'il ne le pensait. La caravane avait besoin de réparation. La voiture ne pouvait pas non plus avancer, les voyageurs devaient donc s'arrêter et se reposer là pour le moment. L'escorte proposa un déjeuner en désignant le sac de Dai. Le garçon lui a demandé s'il voulait un sandwich. Le défenseur l'a confirmé et le protagoniste, voyant le sourire heureux de Karina, s'est souvenu de la nuit précédente où elle tenait une épée ensanglantée. Le garçon sortit à nouveau les sandwichs et les bouteilles d'eau. Les filles se sont émerveillées devant cette nourriture inhabituelle et ont demandé comment la manger. Dai a expliqué que ce n'était que du pain, qu'il suffisait d'en prendre une bouchée. Karina était surprise de voir à quel point le pain était moelleux. Il a pris une bouchée. Le défenseur était ravi du goût. Karina a dit à Alicia qu'il y avait 2 tranches de pain entières et, au milieu, de la viande. La sorcière a également décidé d'essayer la nourriture étrangère. Il admirait le goût et la texture du sandwich. Alicia a trouvé que c'était délicieux. Karina a remarqué qu'il y avait aussi des légumes à l'intérieur. Comme le garde l'aimait tellement, Dai lui proposa un autre sandwich. La jeune fille l'accepta avec ravissement, le remercia et parut heureuse.
Tout ce que le protagoniste avait entre les mains a été immédiatement pris. Il remit sa main dans le sac. Maintenant, il sortait les desserts, qui comprenaient des tranches de fruits que Karina pouvait reconnaître. Alicia sentit le doux arôme. Nick a également demandé à manger. Dee a commencé à sortir de la nourriture du sac pour lui. Il l'a mis dans un bol et le chat a commencé à manger. Alice a essayé de caresser le chat, mais sa main a été repoussée par une patte. Il comprenait que Nick ne voulait pas être dérangé. La sorcière rit du comportement du chat. Karina a pris une bouchée du sandwich aux fruits japonais. Le gardien a été émerveillé par le goût. Dee lui a demandé son avis sur le dessert. L'escorte a demandé ce qu'il avait entre les mains. C'était doux et doux. Le garçon a expliqué que c'était de la crème fouettée et que les filles l'aimaient. Karina s'est exclamé que c'était délicieux et que, bien sûr, ce serait populaire. Le protagoniste lui a demandé si elle en voulait plus, mais la jeune fille voulait savoir si le marchand novice en était sûr, si cela ne lui poserait pas de problème. Daya trouvait secrètement les réactions de Karina amusantes. Il lui proposa à voix haute d'essayer d'autres desserts à la crème. Le gérant a accepté avec joie. Le garçon fut ému par le visage heureux de Karina. Les filles ont mangé les sandwichs avec délectation. Dee était content qu'ils aient apprécié. Toute la nourriture a disparu. Le gardien s'inquiétait de savoir si la nourriture était chère, ce à quoi le protagoniste, avec ravissement, demanda s'il ressemblait vraiment à quelqu'un qui s'inquiétait de l'argent. Karina était confuse et Dee était heureux de sa petite victoire. Il se souvient de l'époque où il mangeait seul dans son pays natal. Dee sourit chaleureusement. Il fouilla dans le sac, en sortit des morceaux de gâteau et en offrit un aux filles. Ils passèrent un agréable moment ensemble assis dans la voiture. Klaus a demandé s'il avait bien entendu que Daya avait heurté le singe royal en plein vol. Karina savait que c'était difficile à croire, mais c'était vrai. Le garde dit également au marchand en chef que le garçon avait vaincu 5 singes royaux. Klaus n'arrivait pas à y croire. Alors il a demandé si la jeune fille l'avait peut-être imaginé. Mais Karina a assuré que même pendant la bataille, elle n'avait pas cessé de l'observer. Toujours dans le doute, Bertrand a décidé de le croire, puisqu'avec la magie du vent, elle pouvait percevoir des mouvements même en dehors de son champ de vision. Sur ce, l'escorte termina son rapport sur ce qui était arrivé à Dee la nuit où ils furent attaqués par les singes royaux. Klaus avait l'air tendu face à la situation. Le chef de l'entreprise savait que même Karina n'aurait pas pu résister au croc du monstre. Le gardien a ajouté que Daya avait utilisé un couteau. Mais s'il avait eu une épée, il aurait vaincu 4 singes. Klaus en déduisit que si c'était le cas, il ne connaissait personne sur ce continent qui pourrait rivaliser avec le garçon en utilisant la magie sans éléments. Karina était d'accord avec le chef de l'entreprise. J'avais quelques soupçons. Le gardien a donné son évaluation. D'un ne pouvait contrôler ni son épée ni son corps. Il n'avait aucune expérience du combat, mais il était capable de bien plus que cela. Klaus demanda si cela signifiait que le garçon n'était bon qu'avec sa magie, mais Karina ne savait pas quoi répondre. Le patron de l'entreprise a également tiré une conclusion de ses observations, affirmant que Dee était également nouveau dans le commerce. Mais ses connaissances étaient assez proches de la pratique. L'escorte a suggéré que cela pourrait être dû au fait que le futur marchand était un noble d'un autre continent. Klaus a répondu que si tel était le cas, cela expliquerait beaucoup de choses. Karina a demandé quel ordre le chef de l'entreprise lui donnerait. Il trouvait la force du marchand novice suspecte. Le chef marchand décida d'accéder à la demande d'Asakura et de garder secret le fait qu'il était un étranger. Bertrand considérait Dee comme un personnage clé pour eux. Le protagoniste avait non seulement sauvé Alicia, mais avait également aidé l'entreprise. Karina le savait bien. Klaus a ordonné aux gardes de continuer à accompagner le garçon, en particulier dans la ville de Kuram, où les habitants pourraient mal comprendre son origine. Le protecteur a accepté l'ordre. Au fond, il remarqua que Dee était comme un héros. Il pensa au jeune homme heureux avec les assiettes de gâteaux à la main et sourit. Après cela, Karina retourna à la voiture avec Sakura et Alicia. Plus tard, ils se sont rendus tous les trois dans un magasin de vêtements. Le garçon s'est habillé avec des vêtements locaux et a demandé aux filles ce qu'elles pensaient de son apparence dans ces nouveaux vêtements. Karina a donné son évaluation. Le jeune homme avait l'air d'un voyageur. Nick miaula. Dee se demandait si les vêtements lui allaient. Alicia a souligné que le marchand débutant portait des vêtements étrangers pendant tout ce temps, ce qui pourrait attirer inutilement l'attention. Karina a soutenu la sorcière. L'essentiel était que les vêtements soient adaptés à l'environnement local. Le jeune homme lui a demandé s'il devait choisir quelque chose de sobre mais stylé. Le défenseur a regardé le garçon avec sévérité et a répondu que les voyageurs ne pouvaient pas porter ces choses et que Dee ne devait pas se démarquer. Le commerçant novice a accepté son poste. Le garçon murmura que l'escorte était plus agréable lorsqu'il mangeait de délicieuses friandises, pour lesquelles il reçut un coup de coude dans le dos. Le jeune homme a choisi les vêtements qui lui plaisaient.
Le protagoniste s'est rendu chez une vendeuse plus âgée, a appelé la petite sœur et lui a dit qu'elle prendrait les vêtements qu'elle avait choisis. La femme rougit d'être qualifiée de jeune. Le garçon continuait à la flatter, disant qu'elle n'avait que 4 ans de plus que lui, tout au plus. La vendeuse a ri et a déclaré qu'elle avait une fille à peu près de l'âge de Day. Le protagoniste l'a flatté en lui disant que s'il voyait la mère et la fille ensemble, il penserait qu'elles sont sœurs. Les compliments ont fait leur effet. La vendeuse a décidé d'accorder une réduction à Day. Il y avait un boulier sur le comptoir. Le garçon regarda dans la direction de Karina et lui demanda des yeux s'il avait bien fait. La jeune fille hocha la tête, en lui donnant une réponse affirmative. Le marchand novice fouilla dans son saké, s'adressant toujours à la femme comme à sa petite sœur, lui demanda s'il pouvait payer avec cela au lieu d'utiliser des pièces d'argent. Il a sorti une feuille d'argent de haute qualité. En voyant le morceau de métal précieux, la vendeuse était perplexe. Karina s'est mise en colère et Alicia avait l'air étonnée. L'escorte est intervenue immédiatement, s'est placée devant le jeune homme et lui a dit d'attendre. Karina a payé elle-même les achats de Day. Puis il l'a rapidement sorti du magasin. La vendeuse, confuse, leur demanda de revenir bientôt. Ils restèrent tous les trois devant le magasin. L'escorte a crié après l'étranger pour ce qu'il avait fait. Le jeune homme s'est justifié en disant qu'il voulait seulement payer avec de l'argent. Karina commença à se masser les sourcils, irritée. Il a admis que c'était de sa faute et qu'il aurait dû le dire clairement plus tôt. Di a suggéré d'aller au magasin suivant, mais le protecteur l'a arrêté. Il leur a interdit de continuer car il fallait d'abord aller voir le patron de l'entreprise Bertram. Le jeune homme sourit et ne résista pas. Karina traîna Sakura par le cou pour le présenter à Klaus. Le protagoniste se trouvait devant le chef des commerçants, qui lui a demandé pourquoi il avait fait cela, en faisant référence à l'incident survenu dans le magasin. Di voulait juste payer. Karina, le garçon et Klaus étaient à l'intérieur de la tente, tandis qu'à l'extérieur, Alicia jouait avec Nick. Bertram montra le lingot d'argent et demanda si Di allait payer avec ça. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu de pièces d'argent sur son continent et que ces plaques étaient utilisées dans son pays, il ne comprenait donc pas ce qui n'allait pas à payer avec l'une d'entre elles. Klaus se demanda comment il était possible que le protagoniste n'ait pas découvert l'existence des pièces avant leur rencontre. Di a expliqué cette lacune dans ses connaissances en disant qu'il avait tout ce dont il avait besoin en stock et qu'il n'avait donc pas eu à dépenser d'argent. Le chef de l'entreprise a accepté l'explication du jeune homme et a conclu qu'il n'avait pas d'argent local, et c'est précisément pour cela que le protagoniste en avait besoin. Puis il demanda à Klaus si elle voulait lui acheter quelque chose et vida ses affaires sur la table. Le marchand porta la main à sa tête. Il donna néanmoins de l'argent au jeune homme, l'avertissant de faire attention lorsqu'il arriverait à Kuram. Klaus a également conseillé à Din de ne montrer à personne aucun objet de son pays natal, afin qu'il se souvienne que ce qui est normal dans son pays est étrange dans celui-ci. Le jeune homme, alors qu'il traversait à nouveau la ville, demanda à Karina si elle était toujours en colère. La jeune fille, avec un geste clair de colère, a répondu qu'elle ne devrait pas l'être. Asakura s'excusa de ne pas avoir consulté sa compagne et lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour lui remonter le moral. Le défenseur a refusé. Il a dit que son humeur était bonne. Daya a admis que, même s'il avait fait cela dans le but de voir le monde, la situation était entièrement de sa faute. Il a promis à Karina qu'il serait plus prudent la prochaine fois. Le compagnon finit par lui répondre. Il lui assura que, puisque le garçon ne savait rien, ce n'était pas un gros problème, mais la prochaine fois, je devrais le consulter avant de faire quoi que ce soit. Di a accepté les conditions de Karina. Nick miaula. L'escorte s'est retournée et s'est approchée du chat. Elle était touchée de penser qu'il voulait aussi s'excuser auprès d'elle. La jeune fille a assuré qu'elle n'était pas en colère contre Nick et que le seul responsable de tout était son propriétaire. Il se souvint que le protecteur lui avait dit de ne pas se mettre en colère. Après cela, l'épée dégainée de Karina fut placée à côté de la tête de Déterrifié. Le marchand débutant a offert des bonbons à Karina en guise d'excuse. L'escorte, indignée mais rougissante, demanda si Sakura voulait vraiment la soudoyer. Le protagoniste n'a pas tardé à expliquer que dans son pays, lorsqu'on cause des désagréments à une fille chère ou à un ami, du chocolat lui est offert en guise d'excuse. Di savait qu'il venait de mentir, mais il pensait que si c'était vrai, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Alicia regarda la barre de chocolat dans ses paumes et répéta doucement les mots fille, chère ou ami, sur un ton interrogateur. Karina a accepté les arguments du jeune homme et a accepté de garder les bonbons. Les filles ont essayé les bonbons et ont été impressionnées par leur goût. Dé a donné un peu plus à Karina et Alicia. Ils l'ont remercié pour le supplément. Il se dit que cela avait été facile. En même temps, il était inquiet.
L'aspirant marchand s'est à nouveau excusé auprès de Karina. Elle a accepté de lui pardonner à condition qu'il soit plus prudent la prochaine fois. Day a accepté la condition. Le trio, Karina, Alicia et Day, se sont retrouvés dans une rue animée. Il fut surpris de voir autant d'aventuriers. La sorcière a dit que c'était incroyable, étant donné que la ville était petite. Karina était inquiète du nombre de personnes. Le protagoniste sentit sur lui des regards hostiles. La fille l'a remarqué aussi. Alicia s'inquiétait car Dan n'avait pas d'armes et les gens pourraient découvrir que le jeune homme travaillait pour la société Bertram. Karina a ajouté que le marchand débutant semblait faible et venait d'un autre pays afin que tout le monde le considère comme une cible facile. Le protagoniste a commenté que ce n'était pas drôle. Bien qu'il se soit dit qu'il avait vaincu les singes royaux d'une manière ou d'une autre. Le marchand novice voulait visiter un magasin d'armes. L'eunuque ne s'y est pas opposé, lui a juste rappelé de ne pas chercher d'aventure et d'être prudent. Il a également demandé à Day de prendre soin de lui. Le garçon lui a assuré qu'il pouvait lui faire confiance et que, malgré son apparence, il était un citoyen plutôt paisible. Karine soupira. Il a dit à voix haute qu'il espérait que le commerçant débutant n'était pas devenu trop confiant après le combat avec les singes. Pendant qu'il parlait, le jeune homme pointa son doigt et demanda qui serait le plus fort, les humains combattants ou le singe roi. Les filles n'étaient pas satisfaites de cette question directe. Le garçon a ajouté que c'était juste par curiosité. Karina a répondu que dans un combat en tête-à-tête, le singe gagnerait. Cependant, les aventuriers pouvaient se regrouper, utiliser des pièges et différentes stratégies. Après tout, ils étaient humains. Day suggéra d'abandonner le sujet et de se rendre au magasin d'armes. Le directeur a soutenu la décision. Les trois hommes sont entrés dans un magasin d'armes. Le jeune homme examina avec enthousiasme plusieurs épées. Karina lui a dit de choisir l'armure en premier. Il a essayé une tenue et a demandé si c'était la bonne tenue. L'épéiste le regarda et se demanda si l'armure choisie ne serait pas trop légère. Le jeune homme répondit que c'était peut-être le cas, mais que de cette façon, Nick ne serait pas mal à l'aise. Karina a remarqué que les priorités du jeune homme étaient mal réparties. Alicia, de son côté, a pris en compte l'inquiétude de Day pour son animal de compagnie et le lui a dit. Il fut surpris et lui demanda si elle le pensait vraiment. La sorcière répondit oui. Karina leur a suggéré d'arrêter de faire du shopping. Ils avaient déjà une armure magique. Il a donc été décidé d'acheter et de vendre. Day prit un grand et grand bouclier. L'épéiste remarqua que ce type de bouclier ne correspondait pas à l'armure. La sorcière admirait la résistance du jeune homme. Le protagoniste leva calmement deux de ses boucliers. Karina lui a dit de ne pas les emporter avec lui, mais de les ranger pour ne pas attirer l'attention. Puis, à sa grande joie, ce fut au tour du jeune homme de choisir une arme. Il voulait se procurer une longue épée, comme dans les jeux de rôle fantastiques. Il s'approcha d'un râtelier d'épées, parmi lesquels il y en avait une à poignée noire. Day la prit. Karina lui a demandé s'il savait utiliser une longue épée. Le jeune homme a alors admis qu'il n'en avait besoin que pour intimider et qu'il le brandirait simplement. L'épéiste s'est mise en colère, parce que cela n'a pas fonctionné comme ça. Alicia, cependant, a encouragé Sakura en lui disant qu'il était doué avec les armes. Le compagnon expliqua que c'était uniquement parce que le jeune homme disposait d'un renfort physique et d'une armure magique. Le protagoniste regarda l'épée dans ses mains et se demanda si l'art de l'épée physiquement améliorée serait plus puissant. Il pensait que l'utilisation de la magie était très rentable. Après tout, le gagnant était celui qui savait le contrôler. Day a estimé que si la magie était utilisée, on pouvait convertir sa puissance en force physique et labourer un champ plus rapidement qu'une personne normale. Cependant, les objets magiques ne pouvaient être utilisés que par ceux qui maîtrisaient la magie et étaient ignorés par les autres.